Gestion des institutions financières, ça revient à quoi? Bien, gestion des actifs et gestion des passifs. Il y a une certaine partie des actifs qui doit être en réserve, évidemment. Donc, on ne veut pas avoir zéro réserve, parce que si on aurait zéro réserve, on a des réserves trop minces. Et s'il y a quelqu'un qui arrive qui veut retirer des fonds, on va manquer de réserve pour fournir, évidemment, son retrait. Et donc, on va avoir une certaine quantité de réserves, mais à part ça, évidemment, on va devoir gérer les rendements sur nos actifs. Et une partie de ces actifs-là sera ce qu'on appelle parfois des réserves secondaires. Okay? Et donc, les réserves pures, ça, on sait c'est quoi? C'est les dépôts liquides des banques à la Banque centrale. Okay? Donc, les réserves pures, c'est ça que c'est. Et parfois, on appelle ça des réserves secondaires ou la quasi-monnaie, réserves secondaires. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les réserves secondaires? Les réserves secondaires, c'est les actifs très liquides qui peuvent être transformés en monnaie très rapidement au besoin. Donc, si, par exemple, une banque a besoin soudainement d'argent puis qu'elle n'a pas des disponibilités rapides comme ça, elle peut vendre les actifs très liquides et les transformer donc en monnaie. On appelle ça parfois des réserves secondaires. Ça, typiquement, c'est des titres obligataires du marché monétaire, du MM, marché monétaire. Donc, les actifs de très court terme sont liquides. Donc, tu peux les vendre très rapidement dans le marché et donc les transformer en liquidité au besoin. Donc, on appelle ça parfois des réserves secondaires. Ensuite, évidemment, il y a les prêts. Donc, une banque fait des prêts aux institutions commerciales, aux entreprises, aux particuliers, hypothèques, marge de crédit, etc., etc. Okay, donc, les prêts. Et elle va acheter des actifs, donc des obligations fédérales et autres. Okay? Et autres. Et avec tout ça, elle va obtenir un certain rendement moyen sur ses actifs. Et on va dire que c'est 3 %. Et elle va trouver de l'argent, donc elle va trouver des fonds. Okay? Donc ça, c'est les passifs. Les passifs. Elle va trouver des fonds. Les passifs. Donc ça, c'est les dépôts, les emprunts d'autres banques ou bien auprès de la Banque centrale, donc emprunts, et ainsi de suite. Okay. Et ces sources de fonds-là vont lui coûter en moyenne moins cher que l'utilisation de ces fonds lui rapporte. Et donc, ça va lui donner un certain différentiel qu'on appelle la marge nette d'intérêt. Okay. Donc, ça, c'est les passifs, la gestion des passifs et la gestion des actifs. Donc, la banque, toute banque doit s'organiser pour avoir assez de réserves, un petit coussin de réserves, là, pour être capable de fournir les retraits lorsque les retraits surviennent. Okay? Alors, le capital, ce qu'on appelle typiquement le capital, qui est un coussin finalement, qu'on peut voir comme étant l'équité, si on veut, de la firme, bien, c'est la valeur des actifs, la valeur de marché des actifs, moins la valeur des passifs, les engagements financiers. Et donc, généralement, ça doit être au-dessus de zéro par un coussin raisonnable. Donc, ce capital-là, souvent, il est réglementé. Okay? Dans les économies, là, les autorités fédérales obligent surtout les grosses institutions financières à avoir un capital assez raisonnablement supérieur à zéro pour que s'il y a un choc sur les actifs, donc les taux d'intérêt augmentent, la valeur de marché des actifs baisse, par exemple, des actifs, supposons que c'est toutes des obligations fédérales. L'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. Le prix des obligations diminue. Et donc ça diminue. Donc, ça ferait diminuer le capital et ça pourrait le faire plonger en bas de zéro. Donc, pour éviter qu'une situation comme celle-là survienne, parce que si ça arrive de façon généralisée dans l'économie, ça peut dégénérer en crise. Alors, ce coussin-là, si on veut, est réglementé. Okay? Donc, le coussin de capital est réglementé. Il y a différents ratios, lesquels je ne veux pas étudier là, de long en large en vidéo, donc c'est dans les notes de cours, il n'y a pas de problème, mais quand même, il faut savoir un peu de quoi il en retourne. Il y a des ratios et des mesures de bilan, donc il y en a une au moins là, qui m'intéresse, c'est la marge nette d'intérêt. Okay? Donc la marge nette d'intérêt, c'est les rendements. Donc la marge nette d'intérêt, c'est les rendements sur les paiements
en intérêt, là, dans ce cas-là, ce serait au pluriel. Donc, la marge nette d'intérêt, c'est les rendements sur les actifs, donc les intérêts sur actifs, les actifs fois le rendement, le taux d'intérêt moyen sur les actifs, n'est-ce pas? Moins les paiements qu'on doit faire sur les passifs. Passifs. OK. Fois les passifs. Fois les passifs. Donc, ça, c'est une mesure approximative. Et généralement, on exprime ça en relation de tous les actifs. Donc, par exemple, si vous avez 100 millions de dollars en actifs, bien, vous exprimez ça en pourcentage des actifs. Et donc, idéalement, cette marge nette d'intérêt-là, elle est positive. Donc, ça, c'est typique des banques. Ils prêtent à plus long terme sur leurs actifs que ce qu'ils payent en passif. Okay? Et en plus, les actifs, généralement, la valeur des actifs totale dépasse la valeur des passifs. Et donc, ils sont en moyenne dans le positif, si on veut. Les institutions financières sont dans le positif. OK? Un autre élément dont il faut être conscient et qui est assez important pour en parler, c'est le fameux levier financier. Okay? Donc, le levier financier, l'idée est simple. Donc, il y a des exemples dans les notes de cours, mais je veux exprimer l'idée fondamentale. Si j'ai 100 $ que je place à, peu importe, mettons 2 %, okay? Je me retrouve avec 102 $ l'année prochaine, et donc j'obtiens 2 % et c'est fini, n'est-ce pas? Maintenant, si au lieu d'avoir 100 $, j'emprunte 900 $, donc dette de 900 $, okay, à, on va dire, 1 %. Remarquez, c'est moins que le rendement espéré de 2 %. Et donc là, mon levier est de 10 pour 1. C'est-à-dire que je vais avoir 900 $, que j'ai emprunté, plus 100 $ de fonds propres, donc ça fait 1000, n'est-ce pas, sont couverts par 100 $ de fonds propres, de mon argent à moi, de mes fonds à moi. C'est-à-dire 1000 pour 100 ou 10 pour 1. Okay, c'est pareil. Donc, je peux diviser par 10 ici, ça donne 10. Diviser par 10 ici, ça donne 100. Et donc, 10 pour 1, ça, c'est un levier de 10 pour 1. Il y a des leviers de 100 pour 1. Hein? Il y en a qui prennent des leviers absolument astronomiques. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, quel est mon rendement avec levier dans ce cas-là? Donc, allons-y ensemble. Donc, j'achète 1000 $ d'actifs au total, n'est-ce pas? Sur lesquels je fais 2 % de rendement. Donc, 1,02 fois 1000. OK, c'est bon. Ça, c'est ce que j'obtiens. Qu'est-ce que je dois payer, pardon? Bien, j'ai emprunté à 1 % 900 $. Donc, ça, c'est ma dette, mes paiements de ma dette, là. OK? Et donc, je dois rembourser le 900 plus intérêt, okay, de 1 %. Donc, ça, c'est mon profit net. Et je compare ça à mes fonds de début, qui étaient de 100 $, mes fonds propres, et je divise par 100. Ça, c'est mon rendement, si je le multiplie par 100, là, je vais obtenir mon rendement en pourcentage avec l'utilisation du levier. Vous allez constater que ce rendement-là, faites-le, le calcul, vous allez voir, c'est très supérieur aux 2 % que j'aurais obtenu avec mes petits 100 $ que j'aurais placés juste à 2 %. Et donc, l'utilisation du levier est lucratif. C'est très lucratif d'utiliser du levier dans les marchés financiers. Le problème du levier financier, c'est le suivant. Et donc, c'est relativement simple à montrer, quoi. Donc, je vais utiliser, excusez, je disparais un peu. Donc, je vais utiliser le rouge ici. Donc, supposons qu'au lieu du 2 % que j'anticipais, j'obtiens 0 %. Et donc, je pensais obtenir 2 %, mais finalement, j'obtiens 0 %. Et j'ai encore la même dette qu'avant. Alors, soudainement, vous allez constater que ça détruit mon rendement complètement, ça devient très négatif. Et donc, c'est un couteau à double tranchant, l'utilisation du levier, c'est-à-dire emprunter l'argent des autres, finalement,
pour faire des placements à meilleur rendement, c'est-à-dire que ça multiplie les rendements et ça multiplie les pertes lorsque les choses ne tournent pas comme prévu. Okay? Mais parce que c'est si payant, il y a une grosse utilisation du levier financier dans les marchés en général. Okay? Et plus les taux d'intérêt du marché monétaire sont bas, plus les gens veulent utiliser le levier, c'est-à-dire emprunter à court terme à bas taux pour augmenter la profitabilité, évidemment, de l'utilisation du levier.